Pour vivre donc cette dernière table ronde de la journée, et nous allons donc parler du rôle des startups, des enjeux et des défis clés dans un monde en crise en termes de transition écologique et énergétique. Quel type de collaboration et de partenariat privilégier avec les grands groupes? Quels modèles économiques et quels financements spécifiques pour les startups de la transition énergétique? Quel rôle des institutions étatiques pour faciliter justement cette transition? Tant de questions, mais surtout plein de réponses que nous allons avoir grâce à nos invités que je vous propose d'accueillir chaleureusement à chaque fois que je vais en appeler un ou une sur scène, à commencer par Patrick Prunet, responsable de l'accélérateur de GRT Gaz, leader européen et opérateur majeur de transport de gaz à haute pression. Bienvenue. Vincent Guerre, président d'Enosis, qui propose des équipements et des cultures biologiques qui permettent le recyclage du CO2 et celui des déchets en gaz durable. Erwan Panier est également avec nous, cofondateur et CTO de Spark Cleantech, entreprise pionnière d'une nouvelle manière de fabriquer de l'hydrogène. C'est le plasma froid nanopulsé. Il va vous expliquer dans un instant ce que c'est. Et Audrey Saint-Lary est également avec nous, directrice du pôle ESI de Toulouse Tech Transfert, la SAT en charge de la valorisation des travaux de recherche publique en Occitanie-Ouest. Une table ronde modérée par Gaston Nicolessi, qui est responsable création d'entreprise chez Toulouse Tech Transfert. Oui, oui, c'était très bien d'amorcer. Merci beaucoup. Je vous laisse au public. Vous avez 40 minutes. À tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Audrey, Erwan, Vincent et Patrick. Nous sommes réunis ici donc pour parler de transition écologique et énergétique, vaste sujet. En préparant la table ronde, je suis tombé sur cette fameuse allocution de Jacques Chirac en 2002. Il y a 20 ans déjà, hein, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Et avant ça, il y a eu plein d'autres rapports évidemment pour pointer du doigt l'importance et l'urgence de ce sujet. Alors tout n'est pas noir, si vous voulez, hein. Vous allez voir qu'il y a évidemment aussi des motifs d'espoir, et notamment vis-à-vis des acteurs de ce secteur, et la façon dont ils s'organisent ou se réorganisent pour aborder ensemble cette urgence énergétique, si vous voulez, hein, pour que la planète continue à être habitable et durable pour tout le monde. Parmi ces acteurs, évidemment, les acteurs que moi je connais particulièrement par mon métier, qui sont représentés ici fortement, ce sont deux startups. D'abord, peut-être, on va commencer par vous, Erwan, si vous voulez bien nous dire un mot sur la vision que porte Spark Cleantech sur cette thématique, et comment vous faites notamment pour adresser ce décalage entre la temporalité de l'action publique et réglementaire qui est inscrite souvent à horizon 2040-2050, alors que vous-même, vous êtes aujourd'hui, dès maintenant, actif sur ce secteur, avec des problématiques de financement, des problématiques de scale-up, des problématiques réglementaires. On va aborder tous ces sujets ensemble. Mais peut-être nous dire un peu, vous, de votre point de vue, comment vous avez démarré, ce qui fait un peu votre actualité et ce qui vous porte aujourd'hui pour travailler ce sujet au quotidien. Merci de me donner le micro. Vous m'entendez bien? Merci d'être aussi nombreux. Je vais... En un mot commençant, 2040, l'horizon est loin, on y va par étapes, et nous vraiment c'est ce qui marque l'histoire de ce qu'on a construit à Spark, c'est mettre les briques les unes après les autres et avancer. Donc c'est ça que je veux vous raconter un peu. Nous, notre mission, c'est pas nécessairement d'empêcher que la maison brûle, mais c'est plutôt de brûler propre, et donc de décarboner ce qui va être la flamme industrielle aujourd'hui, donc tous les usages à haute température qu'on peut avoir dans voilà, des fours industriels, des traitements de COV. Et ce qu'on a développé, c'est une technologie qui permet de produire de l'hydrogène de manière, d'une part sur site, donc sur un site industriel, et d'une manière suffisamment économique pour qu'elle puisse aller remplacer de manière compétitive le gaz. Et ça, c'est vraiment pas facile en fait.
parce que l'hydrogène aujourd'hui c'est plutôt cher à produire, et le brûler c'est plutôt le dernier usage qu'on veut en faire. Et pourtant il faut, si on veut décarboner cette chaleur haute température. Et donc ça c'est ce qu'a développé Spark par une technologie et ce que développe aujourd'hui, industrialise aujourd'hui Spark par une technologie de plasmalyse. Moi, pour dire deux mots, je suis un ingénieur de formation, physicien, ensuite en physique des plasmas sur cette technologie de plasmalyse nanopulsée qui est le fondement de Spark. Et en fait, post-thèse, je fais une première maturation technologique de la techno avec la stade Paris-Saclay, qui nous amène à dérisquer un certain nombre de briques. Donc voilà, on avance étape par étape, on lève un certain nombre de verrous. Et à un moment, on se dit, bon bah voilà, maintenant il y a quelques sujets clés sur lesquels on n'avait pas de réponse qui sautent. Et maintenant, alors des sujets, il en reste, mais c'est qu'une question de temps et de moyens. Et donc, il faut mettre le temps et les moyens. Et donc, à ce moment-là, on change de statut, on crée la boîte, on crée Spark, on déploie on va chercher d'autres associés il y a 1 an. On constitue l'équipe cœur. On fait une première levée de fonds qu'on a fini qui vient d'être annoncée. Donc on a été chercher 4 millions d'euros pour aller déployer la première brique, la première version hors labo de la technologie de plasmalyse qu'on a développée. Donc l'étape aujourd'hui, l'horizon, il est à 15-18 mois d'aller faire ce premier démonstrateur, apprendre, déployer derrière, avec une perspective qui n'est pas ensuite à 2040-50. C'est vraiment, on marque les étapes et on va jusqu'à la phase d'après. Merci Erwan. Et qu'est-ce qui a été difficile peut-être dans ce parcours de la recherche de financement sur des projets qui sont par nature plus complexes et plus longs à mener que dans le domaine du numérique par exemple, et comment on fait pour convaincre un investisseur de financer ce type de projet? Voilà, et puis après je laisserai aussi la parole à Vincent sur cette problématique de financement. Alors là, je vais plutôt être très positif. C'est que il y a aujourd'hui quand même tout un tas de dispositifs en place pour aller financer ces projets qui sortent des projets technologiques encore très risqués. Nous, notre première levée, on va voir une SAD dans un premier temps. Aujourd'hui, on fait une première levée auprès d'un fonds qui rassemble des acteurs, personnes physiques qu'on est allé chercher pour leurs expériences, mais qui veulent investir dans des projets qui sont encore risqués, qui sont encore amont, mais parce qu'il y a de l'impact derrière, parce qu'il y a des choses à faire, parce que maintenant tout le monde est convaincu qu'il faut bouger les choses. Donc ces structures-là, elles existent. Je pense que là où il y a plus de difficultés, c'est d'arriver à créer les bonnes équipes avant d'associer à des moments où les projets sont encore très technologiques et où il faut déjà déployer une vision business, il faut déjà déployer une vision commerciale. Là, il y a plus de sujets, mais on pourra en reparler plus tard. Vincent, je reviens vers vous. Donc, CEO et fondateur de Enosis, créé en 2016, je crois, ou 14. Voilà. Donc, avec un peu plus de recul encore sur ce parcours, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet du financement de ces startups deep tech industrielles et ce qu'elles peuvent éventuellement changer dans ce rapport à la transition écologique et énergétique dont on parle ici? Bonjour à toutes et à tous et merci effectivement pour cette invitation à cette table ronde. Peut-être 2 mots déjà pour présenter Enosis. Donc effectivement, je suis associé fondateur d'Enosis qu'on a créé en 2014 avec mon associé Stéphane Palmade qui n'est pas là aujourd'hui. Alors Enosis, qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de dire, on fait l'inverse de ce que vient d'écrire Erwan, c'est-à-dire on est un peu le yin et le yang. Nous, effectivement, on veut produire du gaz et du gaz qui soit renouvelable, notamment en valorisant du dioxyde de carbone. Donc on a développé une technologie qui prend le nom de méthanation, pas confondre avec la méthanisation, qui consiste en fait à faire réagir du dioxyde de carbone avec de l'hydrogène pour produire une molécule de méthane, qui est une molécule de méthane par contre renouvelable, et qui peut se substituer au gaz naturel fossile. Donc on s'inscrit dans la même philosophie que celle qu'a décrite Erwan, c'est-à-dire que ce qu'on veut c'est verdir. Alors moi j'aime pas trop le terme décarboné parce que l'atome de carbone c'est quand même un atome qui est important. Je vais dire défossilisé.
Mais voilà, et je trouve assez intéressant d'ailleurs qu'on soit assis l'un à côté de l'autre parce que c'est assez représentatif aussi des enjeux de la transition écologique. C'est qu'on peut trouver des technologies qui, si vous les mettez bout à bout, finalement vous sont posées et on est complètement Shadok. Alors qu'en réalité, ça va dépendre des contextes d'utilisation, des contextes d'usage, et que ces technologies que tout peut opposer, en réalité, quand elles s'inscrivent dans le cadre de la transition, elles sont tout à fait envisageables et elles ont tout à fait leur sens. Voilà, donc un des premiers messages pour commencer à répondre à votre question, Gaston, c'est dire qu'il faut décloisonner, casser les filières et les silos dans lesquels on s'enferme, et que finalement, les filières peuvent aussi se nourrir les unes des autres et peuvent finalement s'entraider dans leur développement. Alors maintenant, pour revenir sur la question de financement, l'histoire d'Enosis, elle est un peu particulière parce que nous, on est parti d'une feuille blanche. Alors, en fait, ce n'est pas une techno qui est issue d'une SAT. On est allé trouver des laboratoires et on leur a dit, on a une idée et on aimerait la développer avec vous. Ce qui n'est pas tout à fait la philosophie des SAT. Ce qui nous a pas empêché ce qui nous a pas empêché après, Audrey, effectivement, de travailler avec la SAT. Mais donc, c'est posé au départ la question de comment est-ce qu'on peut effectivement financer cette technologie qui n'a pas été incubée, portée par un laboratoire ex nihilo. En réalité, on s'est beaucoup appuyé sur les financements publics. Et en ça, je rebondis aussi sur ce que disait Erwan, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui sont offertes au niveau régional par des opérateurs nationaux qui peuvent être l'ADEME, pour ne pas les citer, qui peuvent être aussi BPI France, et qui permettent en fait d'enclencher la première et la seconde pour effectivement passer les premières phases de développement de technologie en laboratoire. Donc nous, on a fait ça en fait. Le développement de l'entreprise s'est construit autour de ce mode de financement-là pendant toute la partie développement labo, c'est-à-dire entre 2014 et 2019, où on a commencé par un financement ADEME graine, pour ceux qui connaissent. Donc on commence tout petit, on plante sa graine. Et puis ensuite, on passe une première étape en labo. Donc ensuite, on a enchaîné avec un financement régional. Et puis ensuite, on a enchaîné avec un autre financement ADEME. Et aujourd'hui, effectivement, on est engagé dans la phase que décrivait Erwan, qui consiste à faire un démonstrateur industriel. Et là, c'est une autre paire de manches. Parce que vous sortez du labo, vous vous positionnez sur des outils industriels qui sont des outils qui sont extrêmement coûteux. L'unité d'œuvre, c'est plus la centaine de milliers d'euros, mais c'est le million d'euros. Alors, on a fait aussi une augmentation de capital de plusieurs millions d'euros, mais en réalité, on voit que quand on veut porter ces premiers démonstrateurs, qui sont indispensables en réalité pour montrer que la technologie fonctionne dans un environnement opérationnel, avec un taux de charge qui va être représentatif de ce qu'attendent les applications commerciales, finalement, on va brûler énormément de trésorerie rapidement avec un risque qui reste quand même relativement élevé. Et donc, effectivement, le financement va pouvoir s'appuyer là aussi sur du financement public, mais il faut immanquablement renforcer ses fonds propres, puisque la règle du financement, en tout cas en France, c'est pour avoir effectivement 1 euro de subvention ou 1 euro d'aide, ou d'avance remboursable, d'ailleurs, ce n'est pas forcément des subventions, il faut avoir 1 euro de capitaux propres. Et donc, effectivement, il faut convaincre les fonds d'investissement de venir investir chez vous. Et là, il faut être capable de montrer que votre technologie est disruptive, qu'elle est suffisamment développée et qu'elle a de l'avenir, que le risque industriel, vous le maîtrisez, et qu'en même temps, vous maîtrisez les composantes du modèle économique et que vous avez commencé à finalement titiller le marché et à tester le marché. Et quand on est dans une phase où effectivement, en fait, on est en train de finalement de construire son premier démonstrateur industriel, tout ça, on ne l'a pas forcément fait. Et c'est effectivement plutôt compliqué de trouver des investisseurs qui acceptent de s'inscrire dans cette démarche-là, où finalement, pour eux, ce qu'on leur propose, c'est du temps long. On leur dit, voilà, et avec du risque. Et ces deux mots-là, temps long et risque, pour certains investisseurs, ça peut faire peur. Donc, je vais être positif aussi. Ces investisseurs-là, ils existent, mais il faut pouvoir les identifier et ça prend pas mal de temps de les identifier. Et puis, ce qui est aussi important, c'est d'arriver ensuite à travailler avec eux en confiance pour que finalement, la relation se noue dans le temps et puisse se développer dans le temps et qu'on puisse passer les étapes suivantes finalement de finalisation de l'industrialisation et de la commercialisation.
Voilà, donc trouver des fonds, c'est soit des fonds publics, soit des fonds privés. Mais en tout cas, il faut le concevoir comme un mariage qui doit pouvoir emmener la société finalement suffisamment loin dans le temps pour qu'elle puisse se développer. Merci Vincent. Peut-être Patrick, un petit rebond là-dessus. Comment GRT Gaz, justement, qui est un acteur historique, hein, alors vous nous expliquerez un peu les spécificités de votre activité, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, mais comment vous, du coup, vous pouvez vous positionnez pour accompagner ce type d'initiative, le développement de ces startups. Donc vous êtes à la tête d'un accélérateur, certes, mais aussi comment vous donnez accès peut-être à des moyens pré-industriels à ces fameuses startups. Alors, merci de m'avoir invité à cette table ronde. Donc en fait, juste un petit panorama pour GRT Gaz. GRT Gaz, c'est le transporteur de gaz haute pression. Aujourd'hui, c'est du gaz fossile. Le gaz fossile en 2050 sera réglementairement interdit. Et donc, il faut le verdir. Il faut le remplacer par du biométhane, de l'hydrogène. Et c'est tout de suite. Il faut s'attaquer au problème tout de suite. Pas demain. Demain, il sera trop tard. Donc, GRT Gaz est très dynamique sur ce thème. Il a également compris qu'il fallait casser les silos, qu'il n'y avait pas une filière e-méthanation, une filière méthanisation, une filière pyrogazéification. Il faut casser tout ça. Donc on a une direction qui s'appelle la direction de développement qui anime des filières, qui a pour objet de faire du lobbying, de manière à faire sauter les verrous réglementaires et les verrous économiques en allant négocier un tarif de rachat, par exemple, autant que faire se peut, parce qu'on a beaucoup de mal, vis-à-vis de la DGEC, ce qui permettrait de résoudre ce qu'on appelle un peu, moi j'appelle ça la vallée de la mort, c'est-à-dire le moment où la start-up est très consommatrice de CAPEX parce qu'elle a des gros démonstrateurs à faire, mais justement les investisseurs ne rentrent pas dedans parce qu'ils n'ont pas de perspective de business model à la fin. Et donc si il y a un tarif de rachat, là ça facilite les données. Et après on agit aussi sur ça, de façon plus concrète sur la technologie à travers RICE, qui est le centre de recherche de GRT Gaz, l'innovation et notre incubateur. Donc là-dessus, on fait rentrer des startups avec des TRL assez bas et on les finance. Alors on les finance en général c'est autour de 30 000 €, mais ce n'est pas du financement en cash, ça va être du financement par mise à disposition de ressources, du financement par achat de matériel. Et on les aide aussi à mûrir leur business model, à marketer leurs produits. Donc c'est de cette façon-là qu'on essaie un peu de stimuler notre écosystème. Parce que je dois dire que nous, en tant qu'entreprise ayant le monopole de transport de gaz, on est une entreprise régulée, donc on n'a pas le droit, par exemple, d'investir dans une start-up de production de gaz. Par exemple, on ne pourrait pas investir chez Vincent. Ça nous est pas. C'est dommage. Ça nous est réglementairement interdit, d'une part, et d'autre part, on estime qu'on n'est pas compétent, nous, en venture capital. Donc quand une start-up rentre chez nous, ce qu'on peut lui donner, c'est une ouverture sur un marché potentiel derrière, qui peut être aussi dans un marché dans lequel on est acteur, mais nous, on ne pourra jamais prendre de part. Par contre, on les met en relation avec des fonds qui peuvent prendre des parts, ou par des sociétés spécialisées dans les levées de dette qui permettent de financer sans être diluées, parce qu'il y a le risque aussi de la dilution, dont on ne parle pas, mais sur les levées de fonds. Donc voilà un petit peu les moyens dont on dispose pour essayer de stimuler cet écosystème qui nous est vital, hein, parce que nous, on n'a pas le choix. Oui. Merci beaucoup Patrick. Je me retourne maintenant vers Audrey. Donc Audrey, Erwan a évoqué un petit peu tout à l'heure le début de son parcours qui est passé par une SAT, la SAT Paris-Saclay. Donc peut-être tu pourrais nous dire un petit mot sur les SAT. Alors on est évidemment très présent ici en force, mais le modèle des SAT et peut-être surtout un petit focus sur ce besoin des startups à un moment donné d'accéder à des moyens pré-industriels, des plateformes industrielles à un prix inférieur au prix du marché pour permettre de démontrer davantage leur concept et leurs produits. Donc peut-être un petit mot là-dessus pour
Oui, donc compléter. on est dans un environnement où les SAT sont extrêmement présentes, donc je ne vais peut-être pas refaire le modèle des SAT. On est bien évidemment centré sur le transfert de technologies du laboratoire vers l'industrie, mais on va essayer de recentrer le sujet autour vraiment de cette thématique de l'énergie, parce que moi je voudrais quand même vraiment signaler quelque chose, c'est que toutes les difficultés qui sont rencontrées tout au long du parcours en aval par les entrepreneurs et les industriels, il faut forcément savoir que nous, en amont, où on essaie de générer des nouveaux projets, des nouvelles technologies pour les faire émerger, eh bien, on rencontre énormément de difficultés. Je ne vais pas vous mentir, contrairement à ce que l'on croit et contrairement à ce que l'on entend dans toutes les communications, où il nous faut toujours plus de transition, toujours plus de technologie pour nous aider eh bien, à décarboniser, à défossiliser, on va dire, nos pratiques. C'est extrêmement dur pour nous, en tant que SAT, de faire émerger ces projets. D'abord parce que c'est extrêmement risqué. Donc il y a très très peu de gens qui sont prêts à porter ces projets. Et puis ensuite, au niveau de la SAT, oui, il y en a quelques-uns, mais là vous en avez deux, mais je peux vous assurer que c'est extrêmement compliqué de voir des gens en fait qui vont s'aventurer sur ces projets. Ce sont des projets qui sont extrêmement difficiles et finalement, à nos échelles, eh bien, il y a très peu de projets qui sortent. Donc en fait, on se dit qu'il va y avoir beaucoup de technologies de rupture, que l'État pousse beaucoup. L'État pousse beaucoup au niveau de la recherche, c'est vrai, mais après, pour transformer en fait cette recherche-là, il y a encore un gouffre aujourd'hui qui est extrêmement clair, parce qu'il y a encore beaucoup de choses finalement à combler. Et sur d'autres filières comme le numérique, comme la biotech ou comme autre, où on voit que vraiment il y a quelque part des process qui sont bien établis, qu'il y a des financiers qui sont présents à tous les stades, que tout est à peu près clair. Finalement, on sait à peu près où on va. Ce n'est pas du tout le cas de l'énergie. Pourquoi ? Parce que finalement, pendant des décennies, eh bien, on a fonctionné dans un système, en tant que citoyen, en tant que consommateur, dans un système qui est figé, avec, on ne va peut-être pas refaire l'histoire, mais on a installé des centrales nucléaires dans les années 60, on vit encore sur ce gisement-là, et on va avoir du mal, bien évidemment, à bifurquer. On en parlait tout à l'heure, hein, une bonne techno aujourd'hui, de rupture, elle passe d'abord aussi par un virage de notre consommation, de notre façon de consommer. Et c'est comme ça qu'on va aussi s'approprier ces nouvelles technologies-là. Mais imaginez-vous que ce sont ces technologies-là qui vont devoir aussi s'adapter et supplanter ce que l'on connaît aussi. Imaginez-vous finalement le changement que cela va induire. Donc la filière de l'énergie, je dirais, alors toutes les autres filières ont leurs problématiques, mais c'est une filière qui est fondamentalement politique et géopolitique. Donc il y a tout cela aussi à prendre en compte. Et donc nous, on prend aussi de plein fer tout ça. C'est très difficile. Ensuite, sur la partie technologique, on l'a vu, passer d'un démonstrateur à un certain stade et puis à un deuxième stade, c'est-à-dire quoi ? Vous avez un démonstrateur dans un laboratoire qui va produire peut-être un tout petit débit de gaz, hein, on va parler un peu technique, à 0,01 normaux mètre cubeur, voilà, je produis du méthane, et puis à un moment donné, il faut le sortir du labo. Ouais, mais il faut que je fasse x10, il faut que je fasse x100 au niveau du débit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, mon tout petit démonstrateur, il faut qu'il grossisse. Donc, il faut que je le design différemment. Donc, ça veut dire qu'il faut que je rajoute aussi des nouvelles compétences. Donc, dans mon laboratoire où j'ai des chimistes, où j'ai des physiciens, il faut que j'y associe aussi des gens qui sont spécialistes du génie des procédés. Et puis après, il faut que, pour encore à nouveau le faire monter, il faut que j'y associe aussi des gens qui sont plus portés sur l'industrialisation. Donc, ça demande des compétences énormissimes. Moi, si je reviens sur la SAT à Toulouse, je crois qu'aujourd'hui, on est à peu près, sur une existence de 10 ans, on est à peu près à 350-400 programmes de maturation, toutes filières confondues. On est à peu près à 200 licences. J'ose même pas vous donner le niveau de licence sur la partie transition énergétique, green tech, on va l'appeler comme ça, parce qu'elle est tellement faible. Et en plus, au départ, on était parti sur une stratégie de licensing, hein, c'est-à-dire on a une techno, on essaie de trouver une entreprise pour lui licencier, en particulier les grandes entreprises implantées. Mais autant vous dire en fait que c'est peine perdue. Donc, quelque part, on est tout à fait conscient que de ces projets-là, doivent sortir des sociétés, des startups qui vont porter le risque, en fait, parce qu'il y a du développement et c'est elles qui vont porter le risque. Mais pour qu'elles portent le risque, il faut qu'il y ait des financiers aussi derrière.
Et on voit bien aussi la différence aussi entre les technologies de l'énergie. Il y a quand même aussi tout le monde n'est pas égaux face à ça. Alors, le point positif, ce que l'on voit se créer, en tout cas à un autre niveau, c'est qu'après les SAT, il y a ce qu'on appelle des plateformes technologiques qui se créent de plus en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en fait, on va pouvoir positionner des démonstrateurs avec des débits de production plus élevés sur des plateformes qui vont permettre de simuler finalement une production ou en tout cas un fonctionnement comme si elle devait fonctionner en situation réelle. Par exemple, sur la technologie de Vincent, au départ, vous faites rentrer des gaz, du dioxyde de carbone, de l'hydrogène, ce sont des gaz en bouteille, ça c'est au labo. Grâce à ces plateformes, vous allez placer le méthaneur au dos d'un méthaniseur, vous allez donc faire entrer du biogaz naturel. Et là, vous allez tester avec du vrai gaz. Vous allez pouvoir tester aussi votre prototype en continu. Vous allez pouvoir le tester toute la journée, toute la nuit, pour voir aussi comment il réagit, ce qui est infaisable en laboratoire. Voilà. Et on va rajouter beaucoup de fonctionnalités. Et ces plateformes-là, aujourd'hui, mais il y en a très, très peu en France. Très, très peu. On en aurait besoin, on aura énormément besoin pour s'adapter finalement à tout ce qui nous attend derrière. Donc voilà, si j'ai un message à faire passer, c'est que les choses évoluent, elles évoluent lentement et qu'il faut continuer à pousser. Voilà, il faut beaucoup de gens pour pousser parce que finalement, dans les SAT, on voit que la transformation, elle est encore très difficile. Erwan, tu voulais réagir? Peut-être pour réagir du tac au tac. Moi, je trouve que là, on est au cœur du sujet de vraiment le passage à l'échelle, l'industrialisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, tu dis l'industrie, l'énergie, en fait, ça fait 30-40 ans qu'on fait toujours les choses un peu de la même manière. Si je veux être un peu, pas taquin, mais en fait réaliste, il y a aussi de très bonnes raisons pour lesquelles on fait ces choses comme ça, parce que c'est pas le numérique. On touche à des objets dangereux, on touche à des objets qui passent à l'échelle, des juges de sécurité qui sont très clairs. Donc il y a de très très bonnes raisons pour lesquelles on a fait ce qu'on faisait jusque-là. Et puis il y a aussi de très bonnes raisons pour lesquelles il faut changer, mais il faut déconstruire un peu le mythe de la nouvelle technologie qui arrive et qui change tout. Et pour autant, il ne faut pas que la vie de la start-up, ça soit de redécouvrir année après année et écueil après écueil pourquoi on faisait les choses comme ça avant ou aujourd'hui. Parce que là, on perd du temps, tout le monde perd du temps, voire on a des accidents. Et c'est de ça dont on parle. Et donc, et derrière, en fait, il y a cet objet de où est-ce qu'on fait parler ces mondes entre les gens qui vont amener des nouvelles technologies qui peuvent sortir de laboratoire, par exemple, mais qui ont a priori aucune conscience, je ne parle que pour moi, mais je parle pour moi, aucune conscience des réalités industrielles qui ne sont pas présentes dans un laboratoire. Et en fait, arriver à faire parler ces mondes, c'est très complexe. Aujourd'hui, nous, c'est un effort énorme dans Spark qu'on arrive à résoudre parce qu'en fait, on arrive à embarquer des gens plus seniors qui viennent avec leurs propres expériences. On arrive parce qu'on n'a pas nécessairement accès à ces plateformes technologiques dont tu parles, mais dont je vois extrêmement bien l'intérêt. Et donc faire rencontrer ces mondes-là est extrêmement clé, mais aussi avec des acteurs qui soient suffisamment souples pour comprendre, faire avancer la technologie. Et nous, par exemple, la forme que ça a pris, ça a été d'aller trouver, mais ça a été très long en fait, des petites PME industrielles avec suffisamment de compétences au même endroit que nous, on n'a pas à déployer, mais qui ont une structure relativement rapide, qui sont intéressées à notre projet, parce qu'elles voient une perspective derrière de s'imbriquer dans ce qu'on est en train de déployer, qui deviennent des vrais partenaires et qui amènent du coup toute l'expérience, toutes les procédures, les enjeux de sécurité, les enjeux pragmatiques de ce qu'il y a autour de la technologie, là, tout ce qu'on appelle le balance of plant, toutes ces choses-là qui sont clés. Et c'est difficile à trouver auprès de grands groupes parce qu'une start-up face à un grand groupe, il y a toujours une relation un peu de fait complètement inégale. Et
Et donc c'est difficile d'arriver à construire de la confiance là-dedans, et pourtant on aurait besoin de toute cette expertise, et on ose moins s'engager. Et je pense que, Patrick, ça va être intéressant de réagir à ça. On a besoin de faire parler ces mondes, de décloisonner, et sans nécessairement tuer non plus les projets. Alors, Patrick veut réagir là-dessus. Oui, Après, j'aimerais qu'on consacre un petit peu de temps pour le réglementaire. Oui, alors c'est juste pour agir. Nous, GRT Gaz, ce qu'on a fait, alors on a fait un démonstrateur à une époque qui s'appelle Jupiter 1000, qui permettait de produire de l'hydrogène, de l'iméthane, qui recyclait le CO2 d'un industriel, et on utilisait ce CO2 pour faire de la méthanation. Donc on avait des verrous techniques, économiques, qu'on devait lever. Donc le Jupiter 1000, il est aujourd'hui en cours d'essai. Et donc voilà. Alors ce qu'on retient quand même donc nous on a pu travailler sur les verrous techniques. Après sur les verrous économiques, quand le marché n'est pas là, il n'est pas là, parce que l'hydrogène n'est pas encore là. Donc voilà. Et puis pour qu'un business model décolle, il faut quand même un petit coup de pouce au départ, surtout si le marché n'est pas là. Bon. Donc, et ensuite, ce qu'on fait aujourd'hui, alors maintenant c'est fini, parce que ça a été financé par l'acheminement de gaz. Donc le régulateur a dit non, une fois ça va, mais après vous faites plus. Donc aujourd'hui, on fait en fait un facilitateur. On met en relation une start-up avec un écosystème industriel, et on peut l'aider aussi à monter des financements s'il a besoin, de manière à créer les partenariats qui vont bien pour que la sauce prenne. Voilà aujourd'hui notre contribution. Ok, merci. J'aimerais peut-être maintenant, c'est un des sujets qu'on avait aussi évoqué en préparation de la table ronde qui est important, c'est le cadre réglementaire. C'est-à-dire que si on veut faire bouger les acteurs dans le sens d'une transition réussie, eh bien, il faut aussi que le cadre réglementaire puisse être adapté à cela. Et ce qui m'avait frappé en discutant avec vous, c'était simplement qu'on en était au stade de nommer les choses, que les choses qui n'étaient pas nommées n'existaient pas, que les gaz qui n'étaient pas nommés, donc qui n'étaient pas définis en tant que tels, en tant que nouveaux gaz, n'existaient pas. C'est ce que tu appelais, Vincent, c'est le terme de la taxonomie adaptée à l'énergie. Donc peut-être un petit mot là-dessus pour dire un peu véritablement où on en est aujourd'hui d'un point de vue réglementaire et qu'est-ce qu'il faut faire pour embarquer tout le monde dans le même sens. Ouais, peut-être dire aussi que, pour reprendre ce que disait Audrey tout à l'heure, que c'est vraiment une caractéristique de ce secteur finalement de l'énergie. C'est un secteur où le bien qu'on produit est ce qu'on appelle une commodité, donc il ne faut pas qu'il coûte trop cher, parce que sinon on voit ce que ça donne. On a du mal, effectivement, ça pèse lourd sur le pouvoir d'achat. Et le deuxième aspect, c'est qu'on est sur un secteur qui est hyper réglementé. Et que la réglementation est finalement la base de tout, ou presque tout. Et que, en fait, on travaille avec la loi, avec le code de l'énergie en l'occurrence. Et en réalité, si on veut réussir son projet, ce n'est pas simplement une question de technologie, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas simplement une question aussi de pouvoir, comme le décrivait Erwan, savoir être suffisamment agile pour pivoter, évoluer, aller trouver les bonnes ressources au bon moment, mettre en place les bons process. Mais il y a aussi ce volet réglementaire qui, pour le secteur, encore une fois, là, que l'on adresse, est absolument clé. Et à titre d'exemple, alors nous, je vous ai dit tout à l'heure qu'on produisait on transformait le CO2 pour en faire en fait une molécule de méthane renouvelable. Enosis a été créé en 2014. En réalité, les gaz qu'on est amené à produire avec nos équipements n'ont été reconnus par la loi en tant que tels que cette année. Donc on est dans du temps long réglementaire. Et la manière avec laquelle finalement la loi va définir finalement l'objet auquel on s'intéresse est absolument fondamentale. C'est ce qu'on appelle la taxonomie. Donc c'est en fait, il faut nommer les choses. Et comme on est sur une innovation en réalité, la loi au départ n'a pas prévu que cette chose-là existe. Et donc il faut arriver à finalement désigner correctement cette chose, la définir correctement, pour qu'elle s'articule dans un code qui, lui, peut exister depuis 150 ans ou 200 ans. Je vous laisse imaginer la difficulté quand on est sur des problématiques qui sont liées à la transition énergétique.
Et l'enjeu, en réalité, c'est par une modification marginale, finalement, de la définition d'un terme, arriver à embrasser tout le code existant pour pas tout changer. Parce que ce qui est là, on ne peut pas le changer aussi facilement que ça. Donc c'est un exercice qui est excessivement compliqué, et qui est compliqué parce que, en fait, il faut maîtriser toute la langue juridique et toute la complexité, en fait, des codes. Il faut maîtriser les réseaux qui permettent, en fait, d'interagir avec le régulateur. C'est à la fois les ministères, mais c'est aussi les députés, les sénateurs. C'est aussi la gouvernance régionale. Donc il faut aussi avoir une interaction avec des élus régionaux. En fait, il faut jouer à la fois au niveau national pour essayer de changer la loi et de le faire en fait en bonne intelligence. Et il faut aussi effectivement jouer avec finalement les territoires pour montrer que les approches qu'on défend, elles sont tout à fait pertinentes du point de vue du bien public, parce que c'est quand même ça qui prévaut, le bien public, et arriver effectivement à emmener les représentants de la République qui vont proposer les lois, voter les lois, et ensuite il faut travailler avec les hauts fonctionnaires pour faire en sorte que les décrets sortent. Et j'imagine, je me permets, Vincent, j'imagine que tout ça doit aussi se faire dans le respect du cadre européen, parce que la loi française doit certainement respecter la loi européenne. C'est un encadrement plus large européen. Il va falloir aussi s'occuper de lobbying européen. Effectivement, c'est un jeu à 2 étages. Il y a effectivement le niveau national, et ensuite il y a le niveau européen, où les directives européennes viennent contraindre en fait le cadre français. Donc il faut être capable d'agir à la fois au niveau européen et au niveau français. Au niveau français, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau territorial, régional. Et donc toute la problématique quand on est une start-up, c'est comment est-ce qu'on peut être légitime pour pouvoir engager des actions qu'on va appeler par leur nom, des actions de lobbying, qui peuvent être non seulement légitimes, mais aussi efficaces, parce que c'est quand même ça, il faut que ça soit efficace. Et donc pour ça, il y a différentes manières de faire, et peut-être un retour d'expérience. Une première manière de faire, c'est de travailler en fait au sein des associations interprofessionnelles, où on va travailler avec des acteurs qui, pour certains, sont des acteurs régulés, comme vos voisins de droite, comme GRT Gaz ou comme un autre GRDF, qui sont vus par l'État dans le secteur énergétique, en tout cas, comme des acteurs de confiance, qui peuvent faire le lien en fait entre le monde commercial, que je représente, et le monde effectivement public, qui va être amené à produire les lois. Et donc, il faut qu'on soit capable, nous, start-up, du coup, d'échanger avec ces entreprises-là en particulier, pour pouvoir expliquer nos problématiques et accepter aussi en retour que ces acteurs-là nous expliquent qu'on a une vision qui est très centrée sur nous, très commerciale, et que si on veut défendre le bien public, il faut qu'on fasse un pas de côté et on ne va pas défendre tout ce qu'on souhaiterait que nous, effectivement, on voit défendu. Donc il y a ces associations, enfin il y a ces relations du coup avec ces grands groupes particuliers qui sont encore une fois mandatés par l'État pour jouer le rôle de médiateur. Mais il y a aussi le reste des associations interprofessionnelles où là on va se retrouver mélangé avec peut-être des Total, Énergie, Engie ou d'autres qui sont des grands groupes qui ont leur propre finalement stratégie, et où là il faut qu'on arrive à s'immiscer dans des interstices pour pouvoir effectivement faire passer des messages, par exemple dans des notes de position, en sachant qu'on est 50 à lire la note de position et que la note de position, il faudrait qu'elle sorte en 15 jours, et des fois 3 mois plus tard on y est encore. Donc et du coup se pose la question à un moment donné de savoir si finalement vous ne prenez pas votre destin en main et vous vous dites j'investis pour pouvoir, je dis bien j'investis pour porter mes propres actions finalement auprès des pouvoirs publics. Et ce pas-là, il n'est pas évident à faire parce qu'en réalité, en fait, c'est très chronophage et ça demande une expertise assez pointue. Donc ça veut dire savoir bien s'entourer. Et finalement, on revient sur la problématique qui était décrite tout à l'heure par Erwan et par Audrey, et quand on est une start-up, il faut qu'on soit suffisamment agile pour arriver à pivoter finalement pratiquement en permanence et arriver à détecter qui, dans l'écosystème qu'on a autour de nous, peut effectivement nous aider à rendre les bons services. Et donc c'est là que je rebondis aussi sur les propos de Patrick, où cette notion d'écosystème, en fait, elle est centrale dans le développement de la start-up, elle est centrale pour aller chercher les bons partenaires pour industrialiser, elle est centrale aussi pour aller chercher les bons partenaires pour pouvoir faire bouger les lignes du cadre des réglementaires et finalement créer les conditions de développement de marché qui aujourd'hui
qui au départ peuvent être inexistantes parce que vous êtes sur une innovation et que quand on est sur quelque chose d'innovant, effectivement, il peut aussi ne pas y avoir de marché. Il faut aller effectivement tirer le marché pour pouvoir réussir. Et dans ce cadre-là, effectivement, dans ce contexte-là, le réglementaire est absolument fondamental. Merci. Alors, je crois qu'on va bientôt conclure. Alors, si peut-être quelqu'un d'entre vous peut dire un petit mot pour... Moi, j'avais juste oui. un petit message positif, en fait, parce que là, on parle d'énergie, mais sous forme de gaz. Et je trouve que le contexte aujourd'hui est plutôt favorable au gaz, même parce que longtemps, le gaz a eu du mal à trouver sa place, et c'est encore le cas. Mais dans un contexte où la décarbonation passait par l'électrification, et devant la nécessité de construire des centrales nucléaires avec un pas de temps long, on voit bien que l'électrification qui va faire augmenter la demande, en face, il n'y aura pas la production. Et comme l'électricité ne se stocke pas, l'électrification ne pourra pas se faire comme souhaité, en tout cas à la vitesse. Donc ça veut dire que le gaz a sa place, devant lui. à sa place. Et en plus, la crise avec l'Ukraine a montré que le gaz, c'est important. Aujourd'hui, on ne sait pas s'en passer. Et ça, c'est des messages forts, positifs, je pense, qu'il faut avoir en tête et qui font quand même bouger les lignes, notamment au niveau des ministères. Voilà. Aujourd'hui, dans le paysage, et même demain, faire une croix sur le gaz, c'est pas facile. Merci. Écoutez, je pense qu'on va conclure là. Nous le message un peu fort qu'on aimerait vous faire passer à l'issue de cette table ronde, c'est qu'il y a de l'espoir, bien sûr, que la transition énergétique elle est en cours. L'horizon visé n'est peut-être pas celui de 2040, mais c'est plutôt l'horizon de 2030. C'est à cet horizon-là qu'il faut essayer d'enclencher tout le monde. Et pour ça, il faut des startups, il faut du financement, du scale-up industriel et du push réglementaire. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Votre